Christian Saint-Etienne, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de répondre à nos questions. Non, je vous en prie. Je voudrais commencer par une question large. Inflation, pouvoir d'achat, endettement, désindustrialisation. Il y a énormément de signaux, de mauvais signaux. J'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe au fond. La situation française n'est pas bonne, objectivement. Le plus irritant, d'ailleurs, et c'est, je pense, ce qui conduit beaucoup de militants à s'engager pour les Républicains, c'est qu'en fait, on pourrait faire infiniment mieux. Si vous vous déplacez à travers la France, le potentiel économique du pays, le potentiel social, le potentiel scientifique est énorme et le résultat est mauvais. Alors, si vous calculez le taux de croissance de l'économie française sur la période 2001-2023, il est de 1%. Ça conduit à un appauvrissement considérable par rapport aux autres pays, puisqu'on aurait besoin de 2% pour bien fonctionner, notamment parce que nous avons des charges fixes colossales. La dépense publique est à 57% du PIB, on est 9 points de PIB de plus que la moyenne des autres pays de la zone euro, donc c'est comme un coureur qui s'engage sur 1000 mètres avec un sac de 9 kilos de cailloux sur les épaules. On voit bien qu'il aura du mal à courir aussi vite que les autres. Donc la conséquence d'ailleurs est un appauvrissement réel. Il est relatif, mais il est réel. On a perdu 12 points de pouvoir d'achat relatif par rapport aux Allemands ou aux Néerlandais depuis 15 ans. Donc il y a un vrai appauvrissement du pays lié à la faiblesse du taux de croissance. Et ceci se traduit d'ailleurs par un véritable appauvrissement d'une partie de la population. Vous avez encore 70% des Français qui vivent bien, mais vous avez 30% des Français qui subissent cette insuffisance de croissance. Ça se traduit par une insuffisance d'emplois correctement payés. Et c'est très lié à la désindustrialisation massive du pays qui est à l'œuvre depuis 1997, avec une très forte accélération à partir de 2001. Donc la désindustrialisation provoque le déficit extérieur gigantesque et contribue au déficit des finances publiques. Donc, on ne pourra pas s'en sortir sans une réindustrialisation écologique, puisqu'on vient de rendre un rapport sur la transformation du système économique. On y reviendra d'ailleurs sur la façon de financer cette transformation, mais il n'y a pas de substitut à une réindustrialisation écologique si on veut à la fois réduire le déficit extérieur et idéalement l'éliminer, réduire le déficit public et faire en sorte que la France reste dans la course de la transformation écologique. Et sur la transformation écologique, justement, ça va coûter très cher. Et qui va payer? Comment, c'est la question là en ce moment qu'on se pose. Est-ce que ça va encore considérablement augmenter les impôts, puisque finalement on a un taux d'endettement tellement élevé, on ne va plus trop pouvoir utiliser l'endettement? Alors, 2 points. Le premier, c'est que le rapport rendu au gouvernement par Pisani-Ferry continue de s'inscrire, même si c'est plus intelligent que ce que disent les Verts, continue de s'inscrire dans l'écologie punitive. Donc on ne peut pas parler dans ce pays d'écologie autrement qu'en le traduisant par un massacrage fiscal. Donc il faut absolument qu'on ait une vision intelligente de l'écologie. Il faut rappeler d'ailleurs que le Premier ministre de l'Environnement a été nommé par la droite, que tous les parcs nationaux verts ont été créés par la droite. Donc la droite est intrinsèquement écologique, elle veut protéger le territoire dans le cadre de la protection globale qu'elle veut apporter au pays. Et quand vous regardez cette mutation, bien sûr, il faut transformer les modes de construction. C'est déjà très en avant parce qu'on a eu des normes de construction qui ont été durcies au cours du temps. Alors néanmoins, sur les 30 millions de résidences principales en France, vous avez encore 8 millions de résidences dans lesquelles il faudrait réinvestir massivement pour améliorer donc, la trace écologique.
il faut transformer le système de transport, mais pas de manière imbécile. Passer de la voiture thermique, où actuellement tout est produit en Europe, et grâce au progrès technique, on a une très forte baisse des émissions du thermique, à de l'électrique venant de Chine, sachant qu'en Chine, c'est produit en majorité avec de l'électricité au charbon et ensuite ça arrive par porte-conteneurs. Donc tout ça, c'est d'une stupidité absolue. Donc, et de même, l'interdiction totale du thermique à partir de 2035 sera certainement modifiée. Moi, ce que je préfère dans ce domaine, c'est la position américaine, où on encourage très fortement la voiture électrique, mais sans interdire le thermique. Donc, les transports doivent évoluer. Un des enjeux, c'est bien sûr le transport lourd par camion électrique. Alors, on est un peu aidé là-dedans par le fait que 80% des transports par camion se font sur des distances inférieures à 100 km. Donc là, on pourra avoir des camions électriques. Bon, il y a une évolution qui est en cours. L'industrie européenne de l'automobile investit massivement sur l'électrique. Il faut investir sur les camions électriques. Bon, donc il y a toute une transformation. Mais fixer une limite à 2035, c'est vraisemblablement très déraisonnable. Donc il faut investir sur le logement, sur les transports qui sont les principaux émetteurs de gaz à effet de serre. Il faut réinvestir dans le nucléaire, mais il faut aller au-delà. Il faut avoir une énergie renouvelable, là aussi intelligente. Voilà, les républicains, c'est l'écologie intelligente. Donc, si on fait du photovoltaïque, ça doit être du photovoltaïque avec des panneaux solaires construits en France. Alors là, par exemple, il y a quelque chose qui me fait hurler, puisque le CEA a développé une nouvelle technologie de panneaux photovoltaïques, beaucoup plus efficiente que les panneaux, technologie plus efficiente que les panneaux produits en Chine ou ailleurs. Et Enel construit une usine géante de panneaux photovoltaïques sur technologie française en Sicile. Donc on revient à la question de la réindustrialisation. On devrait avoir 3-4 projets massifs sans aller supplier les investisseurs internationaux. C'est à la France de faire des usines de panneaux photovoltaïques sur technologie française qui nous permettraient d'accélérer la transition vers une écologie propre. Mais on a les moyens de faire ça? Oui, on a les moyens parce que les panneaux photovoltaïques, c'est une activité marchande qui s'autofinance. Donc, vous aurez des banques qui prêteront, puisqu'à la sortie, vous avez des panneaux qui se vendent. Mais au départ, pour le capital, par exemple, je suis très favorable à un fonds souverain qui serait à la fois financé par l'État, les compagnies d'assurance et les banques. On peut aller vers un fonds souverain dans lequel il faudrait apporter une dizaine de milliards d'euros par an, mais il faudrait l'ouvrir aux Français. Avec la possibilité, on peut avoir un minimum d'une centaine d'euros, par exemple, en encourageant les investissements de 1 000, 5 000 euros. Et l'idée, ça peut se faire par le réseau bancaire. Et l'idée, c'est de constituer un fonds souverain qui permette d'accélérer la transition sans passer par, une écologie punitive à base de taxation punitive, toujours sur les riches étant essentiellement les entrepreneurs. Donc, on a besoin de réindustrialiser le pays, donc c'est incohérent de vouloir faire une écologie punitive à base de taxation punitive. Et une dernière question sur l'écologie. On sait, vous qui êtes un libéral, que nous, on va participer à la décarbonisation si on fait une transformation écologique, mais le monde entier ne va pas forcément le faire, et l'écologie, en tout cas la décarbonation, est quand même dépendante des échanges mondiaux. Comment est-ce que vous, par rapport aux échanges aux périodes précédentes, est-ce qu'il faut aussi réinterroger ce système-là et parler, et maintenant même à droite, beaucoup de personnes parlent de protectionnisme. Quelle est votre position là-dessus? Plusieurs points. D'abord, je suis plutôt libéral stratège. Je pense qu'il y a besoin pour le fonctionnement de l'économie d'un État qui donne des impulsions très fortes. J'ai évoqué la fabrication de panneaux photovoltaïques. Ça ne va pas se faire comme ça par un claquement de doigts. Donc on a besoin d'un État qui donne des impulsions très fortes.
Le deuxième point, c'est sur le commerce international. Donc je suis contre le protectionnisme parce que la concurrence favorise l'amélioration des produits. Simplement, on doit avoir un commerce équilibré avec réciprocité. Les Chinois peuvent faire des choses en Europe qu'on ne peut pas faire en Chine. Si je prends l'exemple de la commande publique, les Chinois ont accès à 98% des marchés publics européens. Nous avons accès, les entreprises européennes ont accès à 2% des marchés publics chinois. Et encore, c'est plutôt proche de 0 que de 2. Donc ça, c'est inacceptable. Simplement, il faudrait très clairement dire au niveau de la Commission européenne, si les Chinois nous interdisent les marchés publics en Chine, ils n'ont plus accès à la commande publique en Europe. C'est le minimum. Autre point, les Chinois, quand ils sont entrés à l'OMC en 2001, n'ont pas signé les protocoles annexes sur les subventions aux entreprises. C'est grâce à ces subventions qui sont versées directement aux entreprises qu'ils ont d'ailleurs pu tuer il y a 15 ans l'industrie européenne du photovoltaïque. Ils recommencent dans beaucoup de secteurs. Donc là aussi, il faut, comme les Américains, mettre en place des droits compensatoires. Dès qu'on observe qu'il y a des subventions chinoises données à des entreprises chinoises, il faut des droits compensatoires immédiatement. Alors, très clairement, aux États-Unis, il faut 3 semaines pour mettre en place des droits compensatoires. En Europe, c'est entre 6 et 10 ans. Tout ça est ridicule. Donc, je suis pour un commerce équilibré avec réciprocité. Et sur le commerce, si on met en place un commerce avec réciprocité, on va continuer d'avoir un système global, mais avec une part de régionalisation beaucoup plus importante, c'est-à-dire qu'il y aura de plus en plus de commerce entre pays européens. Quand je dis pays européens, c'est non seulement l'Union européenne à 27, mais ça inclut aussi le Royaume-Uni, la Norvège, la Suisse et demain l'Ukraine et le Bélarus. Donc, ce commerce va se développer. On peut d'ailleurs imaginer que dans une négociation avec les États-Unis, si les États-Unis se mettaient d'accord avec nous pour avoir la même politique commerciale vis-à-vis de la Chine et des autres pays qui pratiquent des interventions d'État, à ce moment-là, on pourrait créer même un grand marché euro-américain nord-atlantique qui pourrait être ouvert à d'autres pays. Ça sera un puissant attracteur de l'activité économique mondiale et ça serait un puissant levier de renforcement des démocraties. Très bien. Il y a un dernier sujet que je voudrais évoquer avec vous, c'est un endettement, donc un autre sujet totalement. On a un endettement en France énorme, on a des prélèvements obligatoires énormes, les entreprises sont très prélevées, derrière on donne beaucoup d'aides, pareil pour la population. On a l'impression qu'on est dans une fuite en avant où l'État un peu contrôle tout, redistribue. Comment on sort Contrôle tout et contrôle mal. Ouais, voilà, Distribue et redistribue. exactement. Comment on sort de ce système? Ça, c'est la première question. Ou la deuxième. Et l'autre question, c'est comment on se désendette? Parce qu'il y a une question, et là, on parlait de négociations avec d'autres pays. Il y a une vraie question de souveraineté aujourd'hui avec l'endettement, notamment sur les sujets de défense, etc. On n'a plus de capacité. Comment on fait? Un, pour se désendetter, et deux, pour sortir de ce système qui a l'air sans arrêt, quoi. Alors, j'évoquais tout à l'heure le fait qu'on a une dépense publique qui est 9 points de PIB de plus que les autres pays. Donc, c'est peut-être complexe à comprendre. Donc, ça veut dire que nous sommes à 57 points de PIB de dépenses publiques et les autres sont à 48 points de PIB de dépenses publiques. Or, on n'a pas le service pour la dépense supplémentaire. Si nous étions dans une situation où l'éducation formait parfaitement tout le monde sortirait du système scolaire à 18 ans en parlant 2 langues étrangères, en maîtrisant toutes les technologies. Bravo, il n'y a rien à dire. S'il y avait zéro insécurité, si on était à 4% de croissance au lieu de cette croissance de 1% depuis quasiment 25 ans, ça serait merveilleux, ça serait un modèle. Le problème, c'est qu'on est en France avec un anti-modèle, c'est-à-dire une dépense publique colossale et des services qui sont médiocres. C'est absolument clé de comprendre que 18% minimum des jeunes sortent de l'école primaire
en ne maîtrisant pas les compétences de base, lecture, écriture, calcul. Des études des derniers jours considèrent que de l'ordre de 12% supplémentaires maîtrisent mal, donc il y a ceux qui ne les maîtrisent pas, 18%, et ceux qui les maîtrisent mal. Ça veut dire 30% des gamins sortent de l'école primaire avec un niveau d'éducation inférieur à celui des autres pays. C'est insupportable, c'est inacceptable, et on le sait. Et alors, si vous dites ça, on vous dit plus de moyens. En fait, on dépense plus qu'ailleurs, donc c'est une question d'efficacité du système et de mise en œuvre de méthodes pédagogiques. On a beaucoup progressé sur ces questions depuis 10 ans. On sait maintenant qu'il y a des façons d'enseigner la lecture, le calcul qui fonctionnent mieux que d'autres, et simplement, on ne forme pas suffisamment les maîtres et maîtresses dans cette direction. Donc il y a toute une révolution du système éducatif. Aujourd'hui, on est parti sur la diversité et l'inclusion. Il faut remettre l'excellence et l'acquisition des compétences au cœur du système éducatif. Ça, c'est un élément clé parce qu'on est entré dans la révolution du numérique. On veut une transformation écologique qui est technologique. Si vous avez 30% des gens qui ne maîtrisent pas les compétences de base en sortant de l'école, enfin, c'est suicidaire, c'est insupportable. Donc pour les Républicains, la reconstruction de l'école primaire est un axe central. Ensuite, le développement massif de l'éducation technique, c'est un autre axe de transformation qui est absolument majeur. Donc vous avez des transformations clés qui ne sont pas mises en œuvre. Alors, ça sera plus efficace, ça nous permettra donc d'avoir des gens mieux formés qui ne seront pas au chômage. Vous avez actuellement 2 millions de jeunes qu'on décrit comme nets, c'est-à-dire qui ne sont pas en emploi, qui ne sont pas en études, qui ne cherchent même pas de travail, ainsi de suite. Donc, ce que vous dites là, c'est qu'une des clés, ou en tout cas une clé majeure du désendettement, c'est l'éducation. Une des clés majeures du désendettement et surtout de l'amélioration de l'efficacité de la dépense publique, c'est la réforme de l'éducation. Ensuite, on a commencé une réforme des retraites tardive et mal faite par le gouvernement, mais il faut continuer d'investir sur la formation au-delà de 40 ans. Il y a un paradoxe, c'est que l'essentiel des fonds de formation sont dépensés sur les jeunes diplômés. On ne peut pas reculer l'âge de départ à la retraite à 64 ans sans continuer de former massivement les travailleurs après 40 ans. Donc là, je propose qu'on dépense 40% des formations sur les plus de 40 ans. Donc c'est un moyen mnémotechnique de se souvenir qu'il faut investir sur les plus de 40 ans pour qu'ils restent productifs jusqu'à 64 ans. Donc c'est sur toute la chaîne de l'enseignement, la formation de 4 ans à 64 ans qu'il faut travailler et investir. À ce moment-là, ça vous permet des gains de productivité, ça vous permet de réduire les dépenses parce que vous avez moins de chômage et donc une économie qui fonctionne mieux, qui rapporte plus de TVA et d'impôts sur les sociétés. Donc ça, c'est un premier moyen d'améliorer l'efficacité de la dépense publique. Un autre moyen d'améliorer l'efficacité de la dépense publique, c'est la transformation de l'organisation territoriale. Donc, il se trouve que la France a une mine d'or dont on ne fait rien, qui est que les intercommunalités correspondent à plus de 99% à une notion développée par l'INSEE qui est celle de bassin de vie. Alors la notion de bassin de vie développée par l'INSEE, ce sont des bassins de population dans lesquels la population vit, travaille, s'éduque, se soigne à ses loisirs. Donc, ce sont des communautés relativement cohérentes. Et comme les intercos correspondent à ces bassins de vie, je pense qu'il faut très rapidement, dans cette vision d'État stratège, exiger que toutes les intercommunalités sous la direction avec un travail de mise en cohérence par les départements, sous la direction des régions, mais il faut que ces 1000 bassins de vie qui sont aussi des intercommunalités mettent en place des plans stratégiques de développement sur 6 ans, mis à jour tous les 3 ans. Et dans ces plans stratégiques de développement des bassins de vie, on doit travailler à la fois l'emploi,
avec la transformation écologique, mais toutes les questions de logement, d'éducation, de santé, voilà, et des questions de transport public. Donc, avec une réflexion sur l'urbanisme. Donc, il faut repartir des territoires, il faut retravailler à partir de la base. Là aussi, c'est une source d'économie considérable. Ce qu'on appelle le bloc communal, c'est-à-dire toutes les dépenses qui sont faites au niveau des communes et des intercommunalités, c'est à peu près 12 points de PIB. Si on mettait en place cette transformation que j'évoque, on pourrait économiser de l'ordre d'un point de PIB. Donc, sur éducation, formation, on peut massivement augmenter l'efficacité de la dépense publique. On pourrait faire quelques petites économies, mais qu'il faudrait redistribuer sur l'université, l'enseignement supérieur et la recherche. Donc, sur ce bloc, il n'y a pas d'économie à mettre en place, mais il y a une amélioration considérable de l'efficacité de la dépense. Là, ce dont je parle, ce n'est pas 3% d'amélioration. On est, si on a vraiment en tête les 30% de gamins qui sortent de l'enseignement primaire avec une mauvaise formation, là, on peut faire des gains de 10, 15, 20% d'efficacité de l'action publique sur un domaine clé. Sur l'hospitalier, il y a aussi des choses considérables à faire. Tous les 6 mois, on a une crise des urgences. Or, par ailleurs, on sait que 30% des gens qui arrivent aux urgences ne sont pas dans une situation d'urgence. Donc, ça veut dire qu'il faut modifier et transformer les interconnexions entre médecine de ville et médecine hospitalière. Bon, on en parle depuis 30 ans, il y a des petites évolutions, mais c'est insuffisant. Dans les transformations que j'évoque sur la base du bassin de vie, on aurait la capacité de faire évoluer très fortement cette situation et on pourrait améliorer la qualité du système de santé, notamment en améliorant la médecine préventive. Et là aussi, on peut vraisemblablement économiser de l'ordre d'un point de PIB. Donc là, ça vous permet de financer les dépenses régaliennes, puisqu'il faut investir sur la défense, sur la sécurité, il faut investir sur la transformation écologique et sur, bien sûr, la réindustrialisation. Alors l'idée, c'est qu'on doit travailler à dépenses en euros constants qui se stabilisent très rapidement, avec une transformation de l'action publique, comme je l'ai évoqué sur plusieurs sujets. Et à ce moment-là, si vous arrivez à augmenter le rythme de croissance, si vous arrivez à aller chercher le point de croissance supplémentaire, ça va être l'obsession des Républicains d'aller chercher ce point de croissance supplémentaire, un point de croissance écologique. Mais comme on est à 1% de croissance potentielle et réelle depuis 25 ans, si on va chercher ce deuxième point de croissance par l'investissement sur le nucléaire, par l'investissement sur des panneaux photovoltaïques produits en France, ainsi de suite, par des investissements très significatifs qu'on doit faire dans l'hydroélectrique, en clarifiant les questions de propriété des barrages, si on va chercher ce deuxième point de croissance écologique, à ce moment-là, au bout de quelques années, le poids des dépenses dans le PIB baisse avec l'objectif de diviser par 2 l'écart vis-à-vis des autres pays. Donc je disais que nous dépensons 9 points de PIB de plus que la moyenne des autres pays. Il faudrait diviser par 2 cet écart tout en augmentant massivement l'efficacité de l'action publique. Là, on renverserait la tendance. Alors là, on renverse la tendance, parce que si vous divisez par 2 l'écart, il y a une priorité sur le déficit public qui est de le ramener le plus rapidement possible en dessous d'un point de PIB. Actuellement, on tourne à 5 points de PIB, c'est suicidaire, c'est ça qui nous emmène dans le mur. Donc si on passe de 5 points de PIB de déficit à 1 point de PIB de déficit, si en gros on réduit l'écart de dépenses par rapport aux autres d'un point de PIB, avec des dépenses publiques qui restent stables en volume, en gros, pendant plusieurs années, il faut que 80% de la baisse du poids de dépenses soit allouée à la réduction du déficit. Et donc, progressivement, vous éliminez le problème à la fois du déficit public, mais ça contribuera, avec la réindustrialisation, à éliminer le déficit extérieur. Donc, on a une vision chez les Républicains qui est très progressiste, qui est fondée sur la rationalité des Lumières,
donc en opposition totale au wokisme destructeur, et on a une vision de reconstruction du pays pour en refaire une nation triomphante. Et je voudrais donc merci beaucoup pour cette réponse. Et je voudrais terminer justement, vous dites à la fin, on a chez les Républicains. Et ça, c'est une question moins nationale, mais plus personnelle. Vous vous êtes engagé relativement récemment en entrant dans le shadow cabinet des Républicains sur l'économie. Quelle a été l'origine de cet engagement? Quelle est l'origine et pourquoi vous engagez? Voilà, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre engagement après Bon, j'ai toujours été proche des Républicains. En 2008-2009, Nicolas Sarkozy m'avait demandé un travail sur les territoires qui a été publié d'ailleurs à la documentation française et qui a servi de base à la création de l'objet institutionnel métropole et pôle métropolitain dans la loi de 2010. Donc j'ai toujours été, en tant que gaulliste, toujours proche des Républicains. Mais je pense que, comme je l'ai évoqué dans cette interview, la situation économique, sociale, éducative du pays est catastrophique. On doit reconstruire notre système militaire, on n'a pas les moyens. Donc la mutation du système économique vers une croissance écologique, c'est une question de survie pour le pays. Et j'ai répondu à l'appel d'Éric Ciotti qui m'a demandé si j'accepterais de prendre cette responsabilité. Et je pense qu'à ce moment crucial de l'histoire de France, on est un peu comme dans la situation en 1958 d'un pays qui est à la dérive et qu'il va falloir reprendre en main. Et je pense que cet exercice du shadow cabinet est un exercice qui vise à expliquer aux Français la nature des problèmes et d'évoquer les pistes de solutions, des pistes de solutions très cohérentes. On vient de faire chez les Républicains des propositions très nettes sur l'immigration. Donc nous allons faire des propositions très nettes que j'ai déjà évoquées ici sur la réindustrialisation écologique sans matraquage fiscal, contrairement à ce que propose le gouvernement, une fois de plus, et visant à réduire les déficits. Donc cette vision cohérente, que ce soit sur l'immigration, l'éducation, la santé et la reconstruction écologique, c'est ce que porte le shadow cabinet qui a été mis en place par Éric Ciotti. Merci beaucoup d'avoir répondu à Je vous en prie.